c'est avec véhémence que je vous retrouve nombreux devant vos postes téléviseurs pour les comptes de ces tout nouveaux numéros de Littératura. Vous le savez, vous pouvez voyager sans vous déplacer à l'aide d'un ouvrage qui véhicule diverses connaissances, comme l'indique généralement notre indicatif. Vous avez donc intérêt à vous approprier la connaissance que véhicule l'ouvrage. Pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter un livre aussi accrochant. Je veux le tirer parmi tant d'autres. L'ouvrage s'intitule « L'enfant et l'école ». Ici, il sera donc question d'en savoir plus avec l'écrivaine sur ces plateaux. Il s'agit de Kassong Yav Tegra, à qui je dis bonjour et bienvenue dans ces cadres de Littératura. Bonjour et merci. C'est un grand plaisir de te recevoir afin de parler de ton œuvre de l'esprit, l'enfant et l'école. Et déjà au niveau de la couverture, nous voyons, il y a les élèves, on dirait intéressés par quelque chose. Dites-nous, c'est quoi l'interprétation d'entrée des jeux au travers de cette couverture? Bon, là on montre juste un enfant qui est en train de lire l'école et l'enfant. Donc c'est-à-dire que tous les enfants doivent lire ces livres, tous les écoliers. Ah ok, donc ici, cet enfant est en train de parcourir l'ouvrage. Oui. Qui est l'école et l'enfant. Oui. Et je dois préciser que le livre contient pratiquement 32 pages, préfacé par le professeur Jano Bakasonda et édité aux éditions Talenta, c'est cela? Alors dites-nous un peu pourquoi l'enfant et l'école. D'où vous est venue cette thématique? Je vais commencer par dire que moi quand j'avais écrit l'école et l'enfant. Mais en évoluant un tout petit peu, on m'a dit que l'école ne peut pas exister sans enfant. Alors j'ai préféré de prendre l'enfant et mettre l'enfant au début parce que l'enfant c'est le centre. À l'école, il n'y a pas seulement des bancs, il y a aussi des enfants. Mais aussi, mon idée, quand j'écris cet ouvrage, c'est pour sensibiliser les enfants à aller à l'école, mais aussi les parents à envoyer leurs enfants à l'école parce qu'un enfant ne peut s'éduquer lui-même. Et donc ici, c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants en vue de mener l'école, c'est cela? Oui. Qu'est-ce que l'école représente pour vous? Je ne peux pas dire que l'école est tout pour moi, mais l'école a une grande importance dans ma vie et aussi dans la vie de chaque enfant. Si j'écris ces livres, c'est parce que je suis passée sur le banc de l'école. C'est parce que j'étais à l'école et quelqu'un m'a appris à mélanger A et B, à mélanger A et I. Donc, je ne pouvais pas écrire sans pour autant passer à l'école. C'est pas seulement que si un enfant part à l'école, il va devenir un écrivain, il va devenir quelqu'un qui va s'intéresser à la littérature. Non. L'école aide beaucoup d'enfants à améliorer leur capacité mentale, mais aussi à se connaître, à se reconnaître dans la société. Parce que on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas étudié, de quelqu'un qui a étudié. Il y a une très grande différence. Vous n'allez pas me contredire. Oui, c'est cela. Il y a une très grande différence, oui. Oui, il y a une Dans la société, on sait démarquer les gens qui ont étudié des autres qui n'ont pas, qui ne sont pas passés sur le bord de l'école. Oui. Et vous n'allez pas me dire que pour être ministre, il ne faut pas passer par les bancs de l'école. Pour être ministre, il faut nécessairement passer par l'école, être éduqué, savoir lire, savoir écrire. Pour être docteur, il faut passer par l'école. C'est un peu ça mon idée. C'est pratiquement un atout, l'école. Oui. Il faut passer par là afin d'aspirer à un avenir radieux. Oui, surtout pour la nation. Alors, vous êtes encore toute jeune. Dites-nous, comment est-ce que vous avez pris goût de l'écriture? Personnellement, moi, j'écrivais inconsciemment. Je ne savais même pas qu'un jour on va m'appeler écrivain. Et je ne préfère même pas qu'on m'appelle écrivaine. Moi, j'aime assez qu'on m'appelle citoyenne qui s'intéresse à l'écriture. Mais quelle démarcation citoyenne qui s'intéresse à l'écriture alors qu'il y a un qualificatif qui s'adapte à cela, c'est l'écrivain ou l'écrivaine? Pour moi, l'écrivain, c'est un peu trop, je peux dire. Ça pèse un peu sur toi? Ouais, ça pèse un peu sur moi. Les autres m'appellent écrivaine, mais les autres me disent de l'accepter tel que je suis. Bon, je suis écrivaine, j'écris. J'ai cette passion en écrivant, en publiant mon ouvrage. Quand j'écrivais, je ne savais même pas que je serais écrivaine. C'est quand mon père m'a orienté un peu en m'amenant chez les éditeurs
que l'on m'a dit que j'étais écrivaine. Et puis en me disant que j'étais écrivaine, j'ai un peu commencé à m'intéresser à l'écriture, à lire des livres. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la littérature. Et vous êtes fière d'écrire et de voir les gens qui vous lisent? Ouais, je suis fière. Je suis même très fière. Au début, quand on me disait écrivaine, bon, je prenais pas ça au sérieux, mais maintenant je suis très fière. Et puis, c'est pas donné à n'importe qui, vu que j'avais publié trop jeune cet ouvrage, c'était entre 13 et 14 ans. Et c'était quelque chose... Ah bon, c'est à l'âge de 14 ans oui. que tu as eu à publier le premier ouvrage. Oui, L'enfant et l'école. Et c'était une surprise, je peux dire même pour toute la RDC, pour tous les Katangais, parce que c'était impossible de voir un enfant, à l'époque j'étais un enfant, c'était impossible de voir un enfant qui écrit un livre, c'était impossible de voir un enfant qui s'intéresse à la littérature. Pour moi, je suis très fière et je pense que mon entourage aussi est très fier de moi. Alors, nous allons essayer d'entrer en profondeur de votre ouvrage, L'enfant et l'école. À la page 9 déjà, vous nous parlez de l'importance de la scolarisation de l'enfant pour la famille et la société. Ici, on se rend tout de suite compte que pour être utile dans la société, toutes les familles ont intérêt à envoyer leurs enfants à l'école. C'est cela? Oui. La famille doit envoyer les enfants à l'école. C'est pas seulement bénéfique pour la famille, pour les milieux parentaux, non, c'est aussi bénéfique pour la nation. Puisque quand vous envoyez l'enfant à l'école, quand vous éduquez un enfant, c'est pas seulement pour vous, c'est pour toute une nation. Si le taux d'éducation des enfants, qui un jour vont devenir des dirigeants, des grandes personnes, sont bien éduqués dès les bas âges. Que ce sera la fierté. Ouais, je pense que c'est même le progrès de notre pays. C'est même les progrès d'une nation. En passant, je veux dire, au début de l'ouvrage, j'ai mis la citation de Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » C'est dans le sens que j'ai pris ces chapitres. C'est dans le sens que j'ai écrit pour conscientiser les parents, surtout les parents, parce que moi, je ne peux pas dire qu'un enfant ne peut aller à l'école lui-même. Surtout parce que c'est les parents. Il faut qu'il y ait les parents qui puissent prendre soin de ces parents, devenus. Les tuteurs, oui, pour pousser leurs enfants à aller à l'école. Moi, je suis un exemple. Quand j'étais petite, je vais le dire, j'ai pleuré pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'éducation que mes parents m'ont offerte, c'est l'un des plus grands cadeaux que je n'oublierai jamais. C'est ça. Et dans votre ouvrage, quelque part, vous évoquez également les conditions dans lesquelles certains enfants étudient. Il y en a ceux qui passent des promotions par corruption. Et dites-nous, pourquoi avoir évoqué cela dans l'ouvrage? Est-ce dans les soucis d'interpeller certains enseignants qui acceptent de faire passer certains élèves qui ne le méritent peut-être pas? Au Congo, ça sévit, hein. Il suffit juste d'être l'enfant de... Et même si tu n'es pas intelligent, tu vas passer dans une classe supérieure. Même à quoi vous faites allusion? Enfant de? Parce que tout le monde est enfant de quand même. Enfant de, c'est dans le sens, moi mon père est... Bon. Moi mon père est directeur quelque part. Mon père a beaucoup d'argent, ma mère a beaucoup d'argent. Alors je ne peux pas échouer parce que je ne suis pas intelligente à l'école. Je ne peux pas échouer parce que je suis intelligent. Je ne suis pas intelligent à l'école. C'est dans le sens que je suis en train de parler. Ici au Congo, on a une bonne éducation, une très bonne éducation, je peux dire. Mais je peux dire surtout gâchée par le personnel enseignant et aussi les élèves. La responsabilité est partagée. Oui. Il y a la part des enseignants ainsi que celle des élèves, les apprenants eux-mêmes. Oui, puisque quand un enfant vient avec l'argent, chez toi l'enseignant, il dit hey, « Monsieur, vous voyez, j'ai gaffé dans tel ou tel cours, est-ce que vous pouvez... je vais vous donner... » Mais l'enseignant va accepter. Ne dites pas seulement que la faute c'est à l'élève. Mais également à celui qui accepte. Ouais, à celui qui a appris. Donc on a besoin de révolutionner un peu l'éducation congolaise pour avoir un avenir meilleur. Et que dire de ceux qui appliquent
un principe aussi à décourager. L'année passe, tout le monde passe. Hein, et donc, on se rend compte qu'il n'y a plus les inintelligents en RDC. Bon, les enfants intelligents sur là, moi je n'ai rien dit. Hein. Il faut voir dans l'avenir. Tu passes, tu n'as rien appris à l'école. Tu travailles dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas défendre là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Alors, quelque part ici à la page 20, vous parlez de l'école, chemin de tout enfant. Ici, ça prend une connotation d'une obligation. Oui, c'est une obligation, mais aussi un droit des enfants d'aller à l'école et un devoir des parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les parents doivent savoir que dès qu'un enfant vient au monde, l'enfant doit nécessairement passer par le banc de l'école. Non pas pour perdre son temps, mais pour acquérir des notions qui vont l'aider dans l'avenir pour les progrès de la communauté. C'est ça. Alors, à la page 22, nous sommes en train de décortiquer pratiquement votre ouvrage. Je rappelle, très chers téléspectateurs, L'enfant et l'école. À la page 22, vous nous parlez de jeunes filles aller à l'école. On sent que c'est une interpellation. Filles d'aujourd'hui, femmes de demain, l'avenir d'une nation dépend de la femme. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. C'est à travers la femme que le monde a pu exister. Mais en Afrique, c'est plutôt les femmes qui sont négligées, surtout la fille rurale qui, à 15 ans, est mariée de force quand elle n'est pas victime d'agressions sexuelles. En tout cas, des réalités douloureuses dans la société africaine en général et congolaise en particulier. Oui, oui, c'est pas seulement au Congo, c'est toute l'Afrique, je peux dire. Il y a des jeunes filles de mon âge. Moi, à l'époque, quand j'avais 14 ans, je voyais des filles enceintes, je voyais des filles qui sont dans des domiciles, dans des foyers. Je me dis, mais ben, dis donc, qu'est-ce qu'elles font là-bas? Et ça me dépassait un peu. Et pour moi, écrire sur ces chapitres, c'était un moyen de conscientiser un certain niveau de gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui lit. De les conscientiser afin d'encourager les jeunes filles à aller à l'école. Je les conscientise en créant des ONG, des fondations pour les aider. Certaines filles ne le veulent pas. Certains parents aussi ne le veulent pas. Je peux dire peut-être c'est par la pauvreté des parents. Les parents n'ont rien, ils voient juste un monsieur venir, je vais marier votre fille, je vous donne 200 000, je vous donne... Et là, le parent tremble Ouais, par rapport à leur état de pauvreté. Oui. Ils sont prêts à tout. Oui, et ils libèrent la fille. Et ça, c'est un dégât mental, physique, parce que donner une petite fille dans les mariages, c'est pas du tout. C'est presque un crime, vous estimez? C'est pas presque, c'est un crime. C'est un crime. Pour moi, c'est un crime. Parce que dans le milieu reculé, par exemple, dans des villages, c'est ces genres de pratiques qui sont récurrentes. Oui, oui. C'est par manque aussi de l'assistance du gouvernement, manque de l'assistance des ONG. Si il y a une ONG qui crée une école dans un village et l'ONG sensibilise les filles à étudier, à apprendre même la couture, c'est toujours un grand pas pour la nation. Mais moi, je vois les ONG d'aujourd'hui, ce n'est pas les ONG. Hein. Et est-ce qu'il y a de remèdes envisagés dans votre ouvrage par rapport à ces filles qui se retrouvent dans des conditions aussi pas faciles pour s'en sortir? Par exemple, dans une famille où la pauvreté est le maître mot, les parents ne savent pas prendre soin de leurs enfants, et la fille qui s'est dit, bon, tiens, vaut mieux que je sois peut-être chez moi, et puis voilà, construire ma vie. Quel remède faudra-t-il peut-être trouver à ces genres de personnes, surtout de jeunes filles? Si déjà tu es une jeune fille, tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu penses à aller au mariage, moi je dis que tu es malade. Ta tête ne fonctionne pas bien. Puisque tu es en train de gâcher ton avenir. Je vais demander aux jeunes filles d'être fortes et de se battre. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas facile de gagner une place en étant femme, quelque part où il y a un certain niveau. C'est pas facile, c'est très difficile. Mais il faut toujours se battre. C'est en se battant chaque jour que l'on devient meilleur. C'est ça. Moi, je vais dire aux jeunes filles, ceux qui sont déjà au mariage, c'est trop tard pour elles.
Moi, je n'ai rien à faire En avec question de elle. décourager toutes celles qui ont envie, celles qui sont au mariage, de ne pas se précipiter, car l'avenir s'est construit en allant à l'école. Oui, oui, ça, c'est pas mon problème. Moi, je conscientise déjà ceux qui ne sont pas encore tombés dans les trous. D'être Et donc c'est un forte. désespoir pour toutes celles déjà tombées dans les trous, comme tu le dis. Non, c'est pas un désespoir. Il y a des ONG qui s'occupent des femmes analphabètes, tout ça, en les apprenant certains trucs. Qu'elles ne soient pas découragées, qu'elles ne fassent pas la même erreur que leurs parents ont fait. Comment en mariant leurs jeunes filles, leurs petites filles, en les donnant à cause de la pauvreté, qu'elles ne fassent pas ces mêmes erreurs, donc qu'elles veillent à ce que ces enfants soient bien éduqués, qu'elles-mêmes, qu'elles cherchent des centres d'alphabétisation, qu'elles apprennent quelque chose, tout ça pour le progrès de la nation. Mesdames et messieurs, vous regardez Littératura et dans cet ouvrage, vous vous rendez compte que les parents sont intéressés, les enfants y compris, et surtout que nous sommes en train de voir la rentrée scolaire déjà effective pour l'année scolaire 2019-2020. Je pense que ces livres tombent à pied nommé au bon moment pour tous les parents ainsi que les enfants afin, n'est-ce pas, de se focaliser, d'avoir un esprit posé, un esprit centré sur l'éducation, gage de tout développement. Alors, à la page 26, vous nous parlez des drames des enfants soldats dans le monde. De quoi est-il concrètement question? Les enfants soldats, comment parviennent-ils à se retrouver dans ces rangs-là? Le phénomène enfant soldat, c'est un phénomène mondial. C'est pas seulement ici en Afrique, comme j'ai dit pour le mariage précoce, non. Les enfants arrivent à devenir des soldats peut-être au travers des guerres. On tue tes parents, on te demande de prendre l'arme et de faire des larmes que tu as à tes parents, ta famille. Les enfants sont obligés. Ils ne sont pas seulement des enfants soldats. Ils travaillent là-bas comme étant des cuisiniers, des combattants ou bien des prisonniers, surtout des filles, des prisonnières sexuelles, je peux dire comme ça. Et là, c'est un crime pour les enfants. Et que faire pour ces enfants soldats-là qui n'ont aucun esprit pratiquement éducatif? Ces enfants ont besoin de l'aide des organisations, comme étant l'ONU, l'UNICEF. Ces enfants ont besoin de cette aide parce qu'ils ne peuvent pas sortir là-bas eux-mêmes. Ils ont sûrement besoin des organisations, mais aussi, il faut arrêter la guerre. La guerre ne sert à rien. Peut-être ici à Lubumbashi, nous sommes bien sûr, au Congo, nous sommes bien, mais il y a des milliers où les enfants sont en train de périr, non pas seulement à cause des, mais à cause des dirigeants, des gens qui dirigent, à cause des conflits qui sont au travers des gens qui dirigent. Et Donc, ils se retrouvent malheureusement soldats pas par leur assentiment. oui. Alors, ça fait combien de temps que cet ouvrage est déjà en circulation? L'enfant et l'école. À peu près 4 ans. Et c'est quoi la consommation? Comment vous évaluez les degrés de consommation de ces livres? Bon, les gens n'ont pas encore commencé à consommer, mais ceux qui lisent le peu qu'on a, ils apprécient et ils encouragent l'œuvre. Et comment est-ce que les gens n'accèdent pas à cet ouvrage? Ou bien vous ne les disponibilisez pas? Ou il n'y a pas une politique liée pratiquement à la campagne de l'ouvrage? Non, non, l'ouvrage attend l'appui du gouvernement au Katangé, puisque c'est le gouvernement qui doit financer l'ouvrage. C'est intéressant. C'est pas mon œuvre, c'est plus mon œuvre, c'est l'œuvre de tout Katanga. Donc, c'est le gouvernement qui doit financer cette œuvre et c'est ce qu'on est en train d'attendre. On espère toujours avec les nouveaux gouverneurs de nous financer, puisque les dossiers sont déjà en main, de financer l'œuvre et puis on va publier, on va faire le vernissage. Alors, Tegra Yav, c'est quoi les ambitions que vous avez dans cette carrière en tant qu'écrivaine? J'ai beaucoup d'ambition. Moi, je prépare pas seulement ma carrière dans la littérature, je prépare aussi
Ma carrière politique. Ah Parce bon? que, oui, Vous avez des ambitions politiques? Oui. Waouh! Déjà, pour un écrivain lettré, l'écrivain est l'élite des générations. Je peux dire l'intelligence des multitudes résumée en une seule personne. L'écriture, c'est un travail noble. Je suis fière. J'ai aussi d'ambition dans ces domaines, mais je prépare surtout ma carrière politique parce que je vais aussi transformer ma nation. Je vais faire ce que les autres n'ont pas fait. Et je pense que je suis dans le bon chemin parce que c'est toujours les écrivains qui changent des histoires. Je donne l'exemple de Molière qui a changé la noblesse par la bourgeoisie. Je donne l'exemple d'Aristote qui a détruit la chevalerie. Donc, à chaque période, il y a toujours eu des écrivains qui ont transformé leur communauté. Donc, c'est ça mon ambition. Je commence par l'écriture et je vais terminer par la politique. Et dans la politique, l'écriture ne sera tout de même pas isolée, voyons. Non, Et la politique dans le but de changer les choses. oui. Et quels sont les mécanismes qui sont envisagés afin de très bien canaliser cette vision? Bon, moi je ne sais pas, c'est le destin. Moi j'écris, j'étudie parce que je suis encore à l'école. J'écris, j'étudie, j'écris, j'apprends. Et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et quels sont le type de critiques qui sont reformulées à l'endroit de votre œuvre de l'esprit? Sûrement que l'ouvrage a déjà été parcouru par certaines têtes pensantes. Et c'est quoi les critiques, même négatives, qui vous sont formulées? Pour le moment, je n'ai pas encore eu de critiques négatives. Beaucoup de gens, beaucoup de critiques, beaucoup de professeurs, beaucoup de tests de cette province l'ont lu et m'ont indiqué que j'étais sur le bon chemin. Je dois continuer et c'est en travaillant que je vais améliorer mon travail. Et ici, quel message avez-vous à lancer à tous ces parents qui nous regardent, tous ces enfants y compris, en ce qui concerne la rentrée scolaire? Parce que l'ouvrage parle pratiquement de l'enfant et de l'école. Oui. Alors, c'est quoi le message phare que vous lancez à ces milliers de personnes qui nous regardent? Le message est simple, chers parents, envoyez vos enfants à l'école. Un jour, vous n'allez pas les regretter. Peut-être ce sont eux qui vont vous sauver. N'essayez pas de rester dans les temps jadis, là où les enfants n'allaient pas à l'école, là où les filles n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, c'est plus ces temps-là. Aujourd'hui, on est à une époque révolutionnaire. On a besoin des enfants, on a besoin de gens bien éduqués, on a besoin des têtes pour cette nation. On a besoin d'échanger. Même notre hymne national nous dit, nos aïeux sont passés. Maintenant, c'est nous, les jeunes, qui vont le faire. Ne vous découragez pas. On sait que les parents ont échoué. Moi, je l'ai dit ouvertement. Les parents ont échoué. Oui. En voyant mon pays aujourd'hui, je dis rien ne marche. Les parents ont échoué. Je sens que tu as même les larmes aux yeux en voyant pratiquement l'échec dont tu parles. Oui. Et c'est à la jeunesse de relever les défis. Alors la jeunesse ne peut pas relever ces défis sans pour autant passer sur le banc de l'école. La jeunesse doit être éduquée et surtout bien éduquée. Il est vraiment rare de rencontrer des jeunes aussi ambitieux comme c'est le cas avec Tegraïav. C'est quoi la discipline que tu te donnes pour arriver à produire les œuvres de l'esprit? Aujourd'hui, les gens peuvent les consommer et en tirer profit. Des disciplines, je n'en ai pas. Pour moi, c'est normal d'écrire, c'est normal de m'intéresser à la littérature. Bien que j'aimais pas, au début, j'aimais pas, je me disais que l'écriture, c'est des trucs des papas, des trucs de vieilles. De vieilles personnes. Oui, en tant que jeune, ce serait anticiper l'âge. Oui, des trucs des professeurs. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand j'écrivais mes trucs là pour ces livres, je les mettais genre dans mon journal intime. C'est après quand mon papa a vu ça, il a vu que c'était intéressant, il a amené ça. Donc c'est parti du journal intime au collectif. Oui. Pour la nation. Oui, c'était comme ça. Moi-même, je ne disais pas que je serais écrit. Je ne pensais même pas. Alors, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas des choses à se casser la tête. Pour moi, c'est normal d'écrire. J'écris quand j'ai l'inspiration, quand ça me vient, j'écris. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas,
j'écris parce que pour moi, l'écriture, c'est un moyen de communiquer ce que j'ai dans la tête à la communauté. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'influencer ton entourage par rapport à cette touche particulière en écriture? Oui, 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 beaucoup. Je me rappelle, c'était l'année passée, j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont commencé à s'intéresser à l'écriture. Beaucoup de jeunes qui m'ont entendu à la radio quand j'ai passé pour les interviews. Ils ont commencé à s'intéresser. Et puis c'est eux-mêmes qui me disaient, tu vois pourquoi j'écris ces poèmes? C'est parce que tu as écrit aussi le livre. Attends, moi aussi je vais écrire. C'est motivant pour moi parce que j'encourage les autres aussi à emboîter les pas. C'est comme ça. Alors, nous sommes en train de chuter, mesdames et messieurs, avec ces énième numéro de Littératura. Qu'est-ce qu'on retient en définitif, néanmoins pour cet ouvrage, avant que vous puissiez en produire d'autres qui feront inévitablement objet de Littératura? Qu'est-ce qu'on retient en définitive? Cet ouvrage, c'est un essai à caractère sociopolitique et culturel. C'est un ouvrage qui défend les droits des enfants, mais aussi qui oblige les parents à respecter leurs devoirs envers leurs enfants. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est par ici que prend fin ce énième numéro de Littératura. Merci à l'Alliance française pour ces cadres magnifiques. Merci également au réalisateur Cédric Moubikaï qui ne cesse, n'est-ce pas, d'envisager toujours des stratégies afin que Littératura soit exclusivement votre espace. Merci de nous avoir regardés. Au prochain numéro.